Bonjour, bienvenue une fois encore de plus à notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la thématique de l'élasticité de la demande. Rattaché toujours à notre module de la demande du consommateur et les notions d'élasticité. Et les élasticités occupent une place assez importante parmi les concepts économiques, surtout en microéconomie. Et il serait utile pour vous, les étudiants, de comprendre cette notion d'élasticité et pour eux aussi d'être capables de l'appliquer et d'interpréter les valeurs associées aux différentes élasticités que nous verrons dans la série de vidéos que nous aurons à produire. Dans cette vidéo, nous allons nous appesantir d'une manière générale dans un premier temps sur les élasticités d'une manière générale et après nous allons de manière spécifique nous focaliser sur uniquement l'élasticité prix direct de la demande ou l'élasticité de la demande. Et de quoi parle-t-on? J'avais dit tantôt que l'élasticité est une notion hyper importante pour la simple et unique raison qu'en économie, il est important de savoir dans quelle mesure une variable économique peut varier suite à la variation d'une autre. Et économiquement parlant, nous pouvons prendre des exemples liés par exemple à une firme qui vend du lait par exemple. Cette firme serait tentée de savoir dans quelle proportion sa vente de lait, la quantité de lait vendue sur le marché peut augmenter ou baisser en fonction de son prix. C'est-à-dire en d'autres termes, pour faire simple, quel est l'impact? La firme serait intéressée de savoir quel est l'impact de la variation, par exemple, du prix de son lait sur sa recette totale. Et sachant qu'il y a un lien direct entre prix et recette, et entre recette et quantité vendue. Donc, ce lien est hyper important. Et un autre exemple peut être, par exemple, un État qui veut lutter contre le tabagisme. C'est-à-dire que le tabac est en train de faire des dégâts. L'État peut être tenté de mettre en place des politiques pour essayer de freiner l'usage du tabac, l'utilisation du tabac par ses citoyens. Et dans ce cas, l'État a une palette de solutions, bien sûr, mais une solution économique peut passer, par exemple, par l'augmentation du prix. Mais pour que l'État puisse augmenter le prix, en sachant bien que le tabac est un bien typique, donc ce qui suppose que quand le prix augmente, la quantité demandée normalement doit baisser, mais l'État serait intéressé de comprendre, de savoir juste dans quelle proportion une augmentation de prix peut-elle impacter la demande la consommation de tabac ou encore la demande de tabac, ou encore la quantité de tabac demandée par les citoyens. Parce que s'il n'y a pas de lien très fort entre le prix du tabac et la quantité demandée, toute politique qui viserait à augmenter le prix du tabac, mais ayant comme objectif ultime la baisse de sa consommation, serait vouée à l'échec. Vous conviendrez avec moi que ne marchera pas dans la mesure où la proportion entre les deux, le lien entre les deux n'est pas très solide. Et donc, dans ces deux cas et dans plein d'autres cas, les économistes font appel aux notions d'élasticité. Parce que les notions d'élasticité permettent en ce moment de mesurer l'impact de la variation d'un élément sur un autre élément. Mais n'oublions pas que le plus souvent, quand nous sommes en train de calculer une élasticité, les deux paramètres, les deux variables ne sont pas dans la même grandeur. Et donc, comment les économistes se sont débrouillés pour contourner cette difficulté? Par exemple, si nous prenons la demande de tabac, le prix, et la demande de tabac, la quantité demandée est fonction du prix. Donc le prix, en réalité, son unité, c'est l'unité monétaire, par exemple en francs CFA. La quantité de tabac demandée, c'est des unités physiques, par exemple 20 paquets, 30 paquets ou encore 10 cartons, 15 cartons. Donc nous constatons que logiquement, il est très compliqué de mettre un lien entre des paramètres qui ne sont pas évolués et qui ne s'expriment pas dans les mêmes unités. Et pour contourner cette difficulté, les économistes ont eu le flair d'utiliser
le concept d'élasticité, qui va permettre maintenant d'annuler les questions d'unité. Donc l'élasticité, nous devons le garder en tête dès maintenant, que l'élasticité n'a pas d'unité. Donc, et cette élasticité va nous permettre de comprendre beaucoup de liens qui peuvent exister entre la quantité demandée d'un bien et ses déterminants. Et nous allons maintenant, pour mieux encore accentuer notre explication, nous allons nous intéresser à notre fonction de demande marshallienne. Vous conviendrez avec moi, déjà vous êtes habitué à cette fonction, parce que ça fait déjà quelques vidéos que nous avions parlé de cette fonction. Elle est fonction du prix du bien, du prix d'autres biens substituables complémentaires aux biens qu'on veut acheter et du revenu. Et à partir de là, nous pouvons dire en ce moment que, principalement, il y a d'autres déterminants de la demande, mais nous allons nous focaliser sur ces déterminants. Et à partir de ces trois déterminants, nous allons inférer les trois types d'élasticité. Et nous avons en ce moment l'élasticité prix de la demande, que d'aucuns peuvent appeler élasticité prix direct, l'élasticité prix croisé et l'élasticité revenu. Et ces élasticités, en réalité, sont liées à trois sortes de demandes. C'est-à-dire de fonctions de demande. La première fonction de demande qui va intégrer le prix, ça veut dire qu'on fait varier uniquement le prix, toutes choses égales par ailleurs. La deuxième fonction de demande va être fonction du prix d'autres biens. Ça veut dire qu'on fait varier le prix d'un autre bien en toutes choses égales par ailleurs, en mesurant son impact sur la quantité d'un autre bien. Et on fait varier le revenu du consommateur en TCPA, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, et en mesurant son impact sur les quantités demandées du bien en question. Et ce sont ces trois élasticités que nous allons étayer dans nos différentes vidéos. Mais dans celle-ci, nous allons nous intéresser principalement à la première forme d'élasticité, à savoir l'élasticité prix direct. Mais avant d'arriver à cette définition, nous allons définir de manière générale d'abord l'élasticité d'une manière générale. Nous avions dit que la fonction de demande, si par exemple Y est la quantité demandée d'un bien et elle est fonction du déterminant X, et à partir de là vous pouvez comprendre que le déterminant X peut être soit le prix du bien, soit le prix d'autres biens, soit le revenu. Mais d'une manière générale, comme nous sommes dans une définition générale, donc Y est la quantité demandée et X est le déterminant qui varie. Tous les autres ont été supposés constants. Et à partir de là, nous pouvons définir l'élasticité comme étant la sensibilité en pourcentage de la quantité demandée d'un bien suite à la variation en pourcentage d'un des déterminants, toutes choses égales par ailleurs. Nous reprenons la définition que l'élasticité d'une manière générale mesure la sensibilité de la quantité demandée d'un bien à la suite de la variation en pourcentage d'un des déterminants de la demande de ce bien. Et ce qui va nous permettre de reformuler encore, donner une autre façon, une nouvelle version de définition, en disant simplement que l'élasticité d'une manière générale peut être définie comme la variation relative de la quantité demandée du bien Y à la suite de la variation relative de X. Car nous savons que la variation relative n'est autre chose que le pourcentage. Et en ce moment, cela va nous permettre d'arriver à ces notions-là. Donc, la variation relative de Y ou encore pourcentage de Y est calculée par Y1 moins Y0 sur Y0. On suppose que Y varie, c'est ça la variation relative ou encore le pourcentage. Et nous savons que delta Y sur Y0 va être considéré comme la variation relative de Y ou encore la variation relative de X. Et cela va nous permettre aussi de calculer la variation relative de X qui va nous permettre, qui est écrite comme ainsi, delta X sur des X0. Et à partir de là, l'étudiant doit retenir cette définition d'une manière générale. Que l'élasticité par définition mesure la variation relative de la quantité demandée d'un bien à la suite de la variation relative du déterminant en question.
et toute chose égale par ailleurs. Et la variation relative, un synonyme de cette variation relative n'est autre chose que le pourcentage que nous avons là. Et ce qui va nous permettre d'écrire que cette variation, en faisant le rapport des variations relatives, vous pouvez vous amuser à la maison à faire ça, en divisant delta y sur y0, le tout sur delta x sur x0. Nous avons le rapport de deux fractions. Une fraction divisée par une autre, donc c'est la même chose que la première multipliée par l'inverse de la deuxième, ce qui va nous permettre maintenant d'avoir cette expression. Et nous avons cette expression quand nous avons des variations assez importantes. Donc on aura delta y sur delta x multiplié par x0 la quantité initiale sur y0 la quantité initiale, ou encore si la variation est infinitésimale, on peut avoir la dérivée directement, c'est ce qu'on voit là, si on est dans un cas de variation infinitésimale, multiplié par x0 sur y0, ou encore si on a une fonction à plusieurs variables, on prend la dérivée partielle de y par rapport à x multiplié par x0 sur y0. Et donc, en guise de résumé, nous pouvons dire que l'élasticité, par définition, mesure la sensibilité de la quantité demandée d'un bien en pourcentage suite à la variation en pourcentage d'un des déterminants, toutes choses égales par ailleurs. Ou encore, elle mesure la variation relative de la quantité demandée du bien à la suite de la variation relative d'un des déterminants du bien. Donc, vous conviendrez avec moi que les économistes contournent l'effet des unités à travers le calcul du pourcentage. Donc, comme ça, on contourne l'effet des unités, donc les unités vont se simplifier. Et cela va nous permettre maintenant d'arriver à cette élasticité qui, en réalité, en ce moment, n'a pas d'unité, qui peut être considérée comme un coefficient parce que nous avons contourné la problématique posée par les unités à travers l'estimation en pourcentage des différentes variations. Et maintenant, nous allons prendre un cas spécifique. Nous étions dans le précédent slide dans le cas dans le cas général. Cette fois-ci, nous allons maintenant nous intéresser à cette notion-là que nous appelons l'élasticité prix direct de la demande, ou encore tout simplement l'élasticité prix de la demande. Et cela va nous permettre de dire que la fonction de demande marshallienne, nous la connaissons déjà, elle nous est familière, et cela va nous permettre maintenant de supposer que seul le prix du bien X varie, que le prix du bien Y ainsi que le revenu, tous les autres déterminants de la demande sont supposés constants, donc vont disparaître du modèle. Et ce qui va nous permettre maintenant de définir notre élasticité comme étant quoi? À l'image de la définition générale, l'élasticité prix de la demande de X va être définie comme étant la sensibilité de la quantité demandée en bien X en pourcentage à la suite de la variation du prix du bien X en pourcentage, toutes choses égales par ailleurs. Ou encore, l'élasticité prix direct de X par rapport à Px va être définie comme étant la variation relative de la quantité demandée de X par rapport à la variation relative du prix Px, toutes choses égales par ailleurs. Et à partir de cette définition, nous avions dit que l'élasticité est un pourcentage. On calcule les pourcentages et cela va nous permettre de calculer la variation relative de X et la variation relative de Px. En faisant le rapport des deux variations relatives, nous obtenons notre valeur d'élasticité prix. Et quand nous décomposons notre valeur d'élasticité prix, vous conviendrez avec moi que cette élasticité est composée de deux parties. D'abord, il y a une première partie, delta X sur delta Px, si la variation est assez grande, ou encore delta et ddx sur ddpx si la variation est infinitésimale, ou encore d rond de x sur d rond de px si nous sommes dans une fonction à plusieurs variables à travers les dérivées partielles. Et ces différentes variations représentent quoi en réalité? Ces différentes variations représentent la pente de la courbe de demande. La pente de la courbe de demande. C'est la pente de la courbe de demande. Celle-ci aussi, c'est la pente de la courbe de demande. Celle-ci aussi, c'est la pente de la courbe de demande. Donc, c'est comme si on a la pente de la courbe de demande multipliée par le rapport Px sur x0. Px0, si vous voulez, le prix initial sur la quantité demandée pour ce niveau de prix initial. Donc, nous devons garder à l'esprit que l'élasticité prix direct est toujours intègre toujours la pente de la courbe de demande.
qui n'est autre chose que delta x sur px, ou encore ddx sur pdx, ou encore d rond dx sur pdx. Ça, c'est la pente. Donc, la pente multipliée par une valeur que nous avons px sur x0. Et cela va être, cette notion de pente, nous devons la retenir, elle va être hyper importante dans l'interprétation de notre valeur d'élasticité prix de la demande. Et cette interprétation, nous pouvons la faire à partir, en faisant une séquence de réflexion. La première séquence de réflexion, c'est de se dire que quand on a une valeur d'élasticité prix direct, ou encore une valeur d'élasticité prix de la demande, l'élasticité doit être normalement négative. Pour la simple et unique raison qu'elle intègre la pente de la courbe de demande. Dans la mesure où le bien X est un bien typique, ça veut dire quoi? Que la loi de la demande est respectée, ce qui suppose que quand le prix augmente, la quantité demandée baisse, et quand le prix baisse, la quantité demandée va augmenter. Cela va nous permettre de dire simplement que le rapport delta X sur delta Px que nous avions vu, ou encore ddx sur ddpx, qui n'est autre chose que la dérivée, qui n'est autre chose que la pente de la courbe de demande, est normalement négative. Donc nous avons une valeur négative multipliée par une valeur positive. Ce qui fait que l'élasticité prix est normalement négative. Donc l'étudiant doit garder en tête que quand l'élasticité prix direct devient négative, c'est ce qui est normal. Parce que simplement, cela permet de le conforter dans sa réflexion en disant que le bien est un bien typique, la loi de la demande est respectée. Et l'étudiant, en plus de cela, il doit garder en tête que l'élasticité prix n'a pas d'unité. Et nous l'avions dit, c'est un coefficient. Donc, l'élasticité prix direct n'a pas d'unité. D'ailleurs, toutes les élasticités n'ont pas d'unité. Et l'élasticité prix direct ne déroge pas à la règle, elle n'a pas d'unité, c'est un coefficient. Et l'étudiant doit garder cette deuxième étape de réflexion. Et maintenant, que pour faire l'analyse, dans la mesure où l'élasticité prix direct est négative, ce qui est normal, parce qu'elle intègre la pente de la courbe de demande, donc l'analyse doit être basée sur la partie positive du coefficient. Ce qui suppose que quand on veut analyser une valeur d'élasticité, on doit l'analyser en tenant compte, en la prenant en valeur absolue. Ou tout qu'on fait, l'étudiant ne doit pas tenir compte du signe moins. Voilà. Donc, et nous supposons que la valeur doit être C, qui doit être positif. Et cela va nous permettre maintenant d'arriver à, selon la valeur positive de C, bien sûr, ou encore la valeur de l'élasticité prix en valeur absolue, nous dirons que la demande est élastique au prix, ou encore elle est inélastique au prix, ou encore elle est parfaitement élastique au prix, et pour finir, ou encore parfaitement inélastique. Et suivant les valeurs positives du coefficient C, on ne prend pas la valeur, on ne tient pas compte du signe moins quand il s'agit de l'élasticité prix direct ou de l'élasticité prix tout court. Et cela va nous permettre maintenant d'arriver à cette première étape de conclusion. Si la valeur de l'élasticité, après l'avoir prise en valeur absolue, est plus grande que 1, nous dirons que la demande est élastique au prix. Ce qui suppose quoi? Que si le prix augmente ou baisse respectivement de 1%, la quantité demandée baisse de plus de 1%. Ça suppose quoi? Que si par exemple le prix d'un bien augmente de 25%, ça veut dire que la quantité demandée va baisser de plus de 25%, 26, 27, 30, 40%. Donc nous dirons en ce moment que la demande est élastique au prix, ça veut dire que la demande répond beaucoup à la variation de prix. Et une fois que la valeur de l'élasticité est plus grande que 1, la demande sera considérée comme élastique au prix. Par exemple, si nous avons une valeur d'élasticité qui est égale à moins 2, nous dirons que nous allons la prendre en valeur absolue. Donc c'est comme si la valeur absolue de l'élasticité est égale à 2,05. Nous dirons que cette demande est élastique. Ce qui suppose que quand le prix augmente de 1%, la quantité demandée va augmenter de 2,05%. Vous voyez qu'en termes de proportion, la variation de la quantité demandée est plus forte que celle de la variation de prix. Et si le prix baissait de 1%, la quantité demandée va augmenter de 2,05%. Et on dira que la demande est en ce moment élastique. Et la représentation graphique d'une telle situation est traduite par une telle fonction qu'on peut voir ici.
Nous allons représenter une fonction de demande dans le plan. Nous constatons là que nous avons une fonction de demande et nous avons un prix initial qui est P0, qui va être associé à une quantité X0 et nous supposons une variation de 1%, ça y est, une baisse de 1% de prix. On suppose que cette variation, ça fait 1%. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate à partir de là que la variation, vous voyez la variation en termes de surface, cette surface, elle est plus petite que celle-ci. Elle est plus petite que celle-ci, vous viendrez avec moi. Ça veut dire que le prix a baissé de 1%, mais la quantité a augmenté de plus de 1%. En termes de surface, ça se voit. Donc nous constatons à travers l'allure de notre courbe ici, que nous avons là, cette courbe-là, nous l'avons en rouge ici, elle est plus plate et cela va nous permettre de dire que la fonction de demande est une fonction de demande élastique au prix. Donc en tout point, cette courbe va être plus élastique au prix que n'importe quelle autre courbe qui va avoir une autre position. Et maintenant, nous passons aux biens maintenant aux demandes qui sont inélastiques au prix. Cela suppose quoi? Que la valeur de l'élasticité est comprise en ce moment entre 0 et 1. Ça veut dire en valeur absolue, bien sûr, ce qui suppose que si le prix augmente ou encore baisse respectivement de 1%, la quantité demandée va baisser de moins de 1%. Une fois que cela est vrai, nous dirons en ce moment que la fonction de la quantité demandée est inélastique au prix. Ça veut dire qu'elle répond, mais elle répond dans une proportion moindre. Ou en d'autres termes, elle répond peu à la variation de prix. Si le prix augmentait de 1%, la quantité demandée va baisser de moins de 1%. Si le prix baissait de 1%, la quantité demandée va augmenter de plus de 1%. Donc, ça va dans un sens comme de moins de 1%, disons. Ça va dans un sens comme dans un autre. Et en ce moment, nous avons un exemple. Si par exemple la valeur est celle-ci, la valeur de l'élasticité est égale à moins 0,7. On ne tient pas compte de la valeur du signe moins qui est là. On va prendre la valeur absolue. Nous avons 0,78. Et qu'est-ce qui se passe? Ça suppose que si le prix baisse de 1%, la quantité demandée va augmenter de 0,78%. Vous conviendrez avec moi, cher étudiant, que là, le prix va augmenter, la quantité demandée va augmenter à la suite de la baisse du prix de 1%, mais dans une proportion moindre. Donc, nous dirons que la quantité demandée répond moins ou peu à la variation du prix. Et de manière graphique, nous avons des courbes qui sont un peu obliques, qui tendent vers des courbes verticales. C'est-à-dire qu'en ce moment, la courbe est moins plate. Et nous verrons en ce moment une courbe de ce genre. Vous verrez comparativement à la précédente courbe, que cette courbe, elle est moins plate, elle est moins horizontale en d'autres termes, elle est plus verticale. Donc plus la courbe de demande est verticale, plus elle devient inélastique. Et nous avons le prix P0 qui est associé à la quantité X0 et nous faisons baisser le prix de 1% qui va nous permettre d'arriver à P1 et vous conviendrez avec moi que la variation de la quantité est de moins de 1%. Nous constatons là que la variation est de 1% à la surface ici, mais tandis que la variation ici est plus petite que 1%. Et nous dirons en ce moment que pour de telles courbes de demande, la fonction de demande est inélastique au prix. Ça veut dire que la quantité demandée répond peu à la variation du prix. Et qu'en est-il des cas extrêmes? Les cas extrêmes sont obtenus quand nous ajoutons les adverbes de manière parfaitement. Donc les cas extrêmes, le premier cas extrême, c'est le cas des demandes parfaitement élastiques. Ça suppose qu'il suffit de toucher au prix pour que la demande explose dans un sens comme dans un autre. Et cela veut dire que la valeur de l'élasticité est égale à l'infini dans ce cas. Ce qui suppose quoi? Si le prix augmente ou baisse respectivement de 1%, la quantité demandée devient infinie. Voilà. C'est extraordinaire comme situation. C'est qu'il suffit par exemple d'augmenter le prix de 1% pour que la quantité demandée soit nulle. Qu'il soit nul ou encore tende vers l'infini d'une manière ou d'une autre. Et là, la pente de la courbe de demande intervient dans le calcul de la fonction de demande. On va le voir. Dans ce cas, nous avons une valeur d'élasticité qui est égale à plus l'infini. Pour les demandes parfaitement élastiques, en ce moment, la courbe
de demande est horizontale. Parce que nous avons dit plus une courbe est horizontale, elle est élastique. Donc, l'extrême va être le cas où on a une courbe de demande qui est horizontale. Et en ce moment, si par exemple le prix baisse de 1%, la quantité demandée va être infinie. Vous pouvez le constater là. Voilà. Ça veut dire que une fois que le prix baisse, toujours la firme peut vendre autant de quantité qu'elle veut. Donc, et si le prix augmentait de 1%, la quantité demandée va être nulle en ce moment parce qu'elle est parfaitement élastique. Et c'est là, cette courbe dont vous rappelez une courbe que nous allons rencontrer dans la théorie des marchés. Ça, c'est la courbe de demande des firmes qui évoluent sur des structures parfaitement concurrentielles. Et sur des structures parfaitement concurrentielles, la courbe de demande est parfaitement élastique. Ça veut dire qu'une fois que la firme baisse son prix, elle vend autant de quantité qu'elle veut, mais il suffit qu'elle touche au prix pour que sa quantité demandée soit nulle. Ça, c'est le cas de demande parfaitement élastique. Maintenant, qu'en est-il du cas des courbes des situations où la quantité demandée est parfaitement inélastique au prix? C'est l'autre cas extrême. Ça veut dire que la quantité demandée en ce moment ne réagit pas du tout à la variation du prix. Ça veut dire que quel que soit le niveau de prix choisi par la firme, la quantité demandée va rester intacte. C'est que la quantité demandée ne baissera pas en réalité. Que la firme augmente ou baisse, la firme fera face toujours à la même quantité de demande. Ce qui suppose que si le prix augmente ou baisse respectivement de 1%, la quantité demandée reste inchangée. Et dans ce cas, l'élasticité va être égale à 0. En termes de valeur absolue, 0 n'a pas de signe, mais on essaie d'être conforme à nos propos précédents en prenant la valeur absolue, ce qui va nous permettre d'avoir 0. Et graphiquement, nous aurons une telle courbe qui va être maintenant verticale. Plus la courbe est verticale, plus elle est inélastique. Donc le cas extrême, c'est que nous aurons une courbe qui va être en réalité verticale, comme vous pouvez le constater sur votre graphe. Et là, nous avons la fonction de demande, qui est une droite verticale, parfaitement élastique. Et nous avons un niveau de prix qui est là. Voilà, X1. Maintenant, nous supposons quoi? Nous supposons que la quantité et le prix va augmenter, par exemple, ou le prix va baisser de 1%. Et nous avons, quand le prix baisse de 1%, toujours l'entreprise va vendre la même quantité X0. Et donc, en ce moment, nous aurons directement cette situation-là, que quand le prix augmente ou baisse de 1%, la quantité demandée reste intacte. Et cela va nous permettre d'arriver à cette conclusion que pour les courbes, pour les fonctions de demande élastiques, la courbe elle est parfaitement, pour les courbes parfaitement élastiques, elle est horizontale. Pour les courbes parfaitement inélastiques, elle est verticale. Maintenant, il y a une notion hyper importante que nous devons comprendre, à savoir faire le distinguo entre l'élasticité point et l'élasticité d'arc. Et nous sommes au niveau de l'élasticité point à travers cette rubrique-là. Et on parle d'élasticité point en réalité quand la variation du prix est faible ou encore la variation du prix est infinitésimale. Et en ce moment, nous aurons en ce moment nos valeurs, on peut les calculer à travers ces différentes valeurs, mais le plus souvent, c'est cette deuxième expression et cette troisième qui sont utilisées. Ça veut dire que la variation du prix, elle est très faible. Et quand la variation du prix elle est très faible, cela va nous permettre de passer par la dérivée. Tandis que, en ce moment, nous aurons une telle représentation que la variation, elle est faible. Et vous voyez là, par exemple, nous avons une fonction de demande, elle est élastique bien sûr, et voici, nous faisons une petite variation. Et nous avons en ce moment une variation faible. Comme vous pouvez le constater là, la variation Px elle est faible. Et nous utilisons en ce moment l'élasticité point. Maintenant, l'élasticité arc ou l'élasticité d'arc est utilisée quand la variation est importante. La variation du prix est importante ou encore très grande. Et en ce moment, nous allons chercher une valeur moyenne. Et en termes de valeur de prix et de quantité demandée. Ce qui va nous permettre de prendre des variations moyennes et des prix moyens et des quantités moyennes. Au lieu de prendre le prix initial et le prix final, on va prendre le prix moyen. Et en faisant le rapport, nous obtenons cette formule-là
que la variation va être celle-ci. Et en termes de représentation, nous arrivons à cette conclusion qu'en ce moment, la variation, elle va être très importante. Nous avons la même fonction de demande, mais cette fois-ci, la variation va être très grande. Et cela va nous permettre maintenant d'utiliser l'élasticité d'arc que nous avons là. En d'autres termes, nous pouvons arriver à la conclusion que l'élasticité d'arc est utilisée quand la variation de prix est importante, tandis que l'élasticité prix est utilisée quand la variation de prix, l'élasticité point est utilisée quand la variation est faible. Et en termes d'élasticité d'arc, c'est la formule de l'élasticité d'arc que nous avons, tandis que l'élasticité prix, nous allons prendre les quantités initiales, et la quantité initiale et le prix initial pour déterminer la valeur de l'élasticité. Maintenant, nous avions dit, la firme est intéressée de savoir si elle varie son prix, quel est l'impact de cette variation de prix sur sa recette. C'est ça l'objectif d'une firme, avoir le maximum de profit. Et l'élasticité permet à la firme de prendre une décision. Et nous allons déterminer ce point à travers l'analyse de l'élasticité, de la demande et de la recette totale. N'oublions pas que la recette totale est composée du prix fois la quantité. Et cela va nous permettre de distinguer deux effets, l'effet prix et l'effet quantité. Et en fonction de la domination de l'un ou de l'autre des deux effets, que la firme va se positionner. Et à partir de là, nous allons le faire de manière graphique. Et graphiquement, nous avons notre courbe de demande, qui n'est cette fois-ci qui n'est pas une droite, qui est convexe. Et nous mettons maintenant un niveau de prix qui est là. Le prix initial, Px0, x0. Et à partir de là, nous simulons une variation de prix. Et cette variation de prix va nous permettre d'arriver à une nouvelle quantité. Dans la mesure où la courbe de demande est décroissante, c'est qu'elle obéit à la loi de la demande, cela va nous permettre d'avoir plus de quantité. La firme a fait baisser son prix, cela va lui permettre d'avoir plus de quantité. Qu'est-ce que nous constatons là? Nous constatons là que avant la variation de prix, toute cette zone-là était la recette de la firme. Mais quand elle a varié le prix, c'est toute cette zone qui va être maintenant sa recette totale. Mais l'entreprise va perdre ça qu'on va appeler effet prix, tandis qu'elle va gagner ça qu'on va appeler effet quantité. Et vous constatez avec moi sur ce graphe que l'effet prix en rouge, qui est consécutif à la baisse de quantité, à la baisse de prix, va être dominé en réalité par cet effet quantité qui est là, qui est consécutif à la baisse du prix, mais qui est obtenu à la suite de la variation de la quantité qui quitte de x0 pour venir à x1, que nous avons l'effet quantité. Donc, ce qui va nous permettre de dire quoi? Que quand une firme varie son prix, cela va induire un effet prix et un effet quantité. Et lequel des effets va dominer? La réponse se trouve au niveau des élasticités. Et quand l'élasticité du prix direct est supérieure à 1, ça veut dire quoi? Que la fonction de demande est élastique, comme dans notre cas. On constate quoi? Que c'est l'effet revenu et l'effet quantité qui domine l'effet prix. Et en ce moment, la firme a intérêt à baisser les prix, pour la simple et unique raison que la fonction de demande est élastique. Et en ce moment, l'effet prix sera, qui est en rouge ici, est dominé par l'effet quantité. Tandis que si la fonction de demande est inélastique, ce qui suppose quoi? Que la valeur de l'élasticité est comprise entre 0 et 1. Et cela suppose que la quantité demandée répond peu à la variation du prix. En ce moment, c'est l'effet prix qui dominera et l'effet revenu et l'effet quantité. Et en ce moment, qu'est-ce que l'entreprise doit faire? L'entreprise doit augmenter le prix, car l'effet prix augmente, l'effet prix domine l'effet quantité. En résumé, nous pouvons arriver à la conclusion que pour une firme qui évolue sur un marché, pour comprendre est-ce qu'elle doit augmenter ou baisser son prix, elle doit déterminer sa valeur d'élasticité. Et l'élasticité permet de faire la différence entre l'effet prix et l'effet quantité.
Si la valeur de l'élasticité est plus grande que 1, cela suppose que la demande de la firme, la demande du bien de la firme est une demande élastique. L'effet quantité domine l'effet prix. Donc la firme a intérêt à baisser le prix pour bénéficier des effets quantité. Tandis que si la fonction de demande est une fonction inélastique du prix, ça veut dire que la quantité demandée répond peu à la variation de prix, la firme a intérêt à augmenter le prix car l'effet prix domine l'effet quantité. Et cela va lui permettre en ce moment de maximiser davantage son profit. Voilà ce que nous devons retenir sur cette thématique.